Geoffroy Lejeune, bonjour. Bonjour Et bienvenue. Vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et vous êtes l'auteur d'une élection ordinaire sortie en 2015, rééditée avec une édition augmentée ces derniers mois, qui racontait l'accession à l'Élysée d'Éric Zemmour. Alors justement, Éric Zemmour, qu'est-ce qui lui a manqué pour garder ces 15-17% acquis à l'automne et qui ont fondu pendant l'hiver et le printemps ? Plusieurs choses. Bon, déjà, il y a des erreurs qui sont de son fait, c'est-à-dire, disons, la plus emblématique, c'est celle sur les réfugiés ukrainiens, où on a vu après coup qu'il était en décalage avec son propre électorat. Il l'a reconnu d'ailleurs. Il l'a reconnu, bien sûr, qui était en fait très attaché au droit d'asile, et on parlait de droit d'asile et pas d'immigration classique. Je pense qu'Éric Zemmour a une forme de confusion là-dessus, et il a mis beaucoup de temps à la corriger. Donc ça, c'est une des erreurs, la principale, qui est de son fait. Après, je pense que la véritable raison, c'est l'espèce de mécanique inarrêtable du vote utile qui s'est mise en branle en fait quelques semaines et surtout quelques jours avant le premier tour et qui a emporté tout sur son passage. C'est vrai pour tous les partis de gauche qui en ont pâti vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, et pour tous les partis de droite qui en ont pâti et qui ça a profité à Emmanuel Macron pour les électeurs de Valérie Pécresse et à Marine Le Pen pour ceux d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème plus fondamental, c'est que est-ce qu'il n'est pas impossible de construire un projet politique qui entraîne les foules sur un pessimisme un peu excessif, la disparition de la France, la survie, pour mobiliser dans un premier temps, d'accord, c'est l'alerte, mais après, il fallait peut-être être plus prospectif et positif. Alors vous avez raison sur le papier, mais moi j'ai entendu dans la bouche d'Éric Zemmour des mots de campagne assez joyeux en réalité. C'est-à-dire que quand j'ai écouté la plupart de ses meetings, et il concluait souvent par de l'enthousiasme, du positif justement. À Villepinte par exemple, on est quand même en décembre, et il dit « je veux de la joie dans cette campagne ». Alors vous connaissez Éric Zemmour comme moi, on sait que c'est pas vraiment son fond de commerce habituel, la joie. Et en fait il a fait l'effort dans cette campagne justement de proposer une perspective en disant en fait on va rendre la France plus grande, on va lui rendre sa grandeur, et c'était assez positif. Moi je pense que ce qui a été son véritable problème, c'est que d'ailleurs on voit bien les résultats du premier tour, pour moi, sont plus intéressants d'ailleurs que ceux du second pour ce qui est de la recomposition politique. On voit bien en 2017 on était à 4 forces principales qui étaient toutes autour de 20%. En 2022 il y en a plus que 3. Et en fait je pense que c'est impossible d'essayer d'exister avec un contre-discours par rapport à ces 3 forces qui se sont installées dans la tête des gens en réalité. Et Éric Zemmour, il a essayé de réconcilier la droite et le Front National. En fait c'était ça son leitmotiv. Il avait vraiment une grande partie d'ailleurs stratégique même dans ses discours, dans sa parole publique, et en fait les gens ne voulaient pas ça, les gens ne se positionnaient plus par rapport à ça, et ça n'a pas été entendu. On va voir pour l'avenir ce qui est possible de ce côté-là, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi 2 autres problèmes ? Le premier, c'est d'avoir peut-être généralisé la situation de la France à partir de problèmes graves, réels, mais partiels. Par exemple, il y a des territoires hors de la République, mais il n'y a pas non plus d'Afghanistan en France. Il y a des attentats, mais il n'y a pas non plus de guerre civile, la moitié de la France contre l'autre moitié. Est-ce qu'il n'a pas trop généralisé le diagnostic sombre ? Et en même temps, peut-être, mais en même temps, quand vous regardez dans les enquêtes d'opinion quand elles sont réalisées sur ces sujets-là, vous voyez qu'il a une majorité de Français avec lui. Donc, ça veut dire que s'il avait réussi à imposer ce thème pendant toute la campagne, si on avait parlé, on avait débattu grand remplacement, immigration, insécurité, parce que ça a été aussi un de ses axes, peut-être qu'il aurait pu convaincre. On voit par exemple, il invente dans les dernières semaines de la campagne le ministère de la remigration, et très peu de temps après, nous, à Valeurs Actuelles, on fait un sondage pour voir ce qu'en pensent les Français, et en fait, il y a 55% des Français qui sont d'accord avec l'idée, et une grande majorité des électeurs de droite et du Front National. Moi, je pense que ce qui lui a coûté le plus cher, c'est qu'à partir d'un certain moment, et pour moi c'est le 24 février que ça se passe, le jour de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, le sujet de la campagne n'est plus l'immigration, n'est plus la survie de la France sur le plan démographique, etc. On passe sur complètement autre chose. C'est des enjeux diplomatiques évidemment, et des enjeux de pouvoir d'achat, puisqu'ils sont une conséquence directe. Et à ce moment-là, lui, il a beau avoir un discours sur ces sujets-là, comme c'est pas le fond de sa campagne, c'est là qu'il n'est tout simplement plus audible. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit côté auberge espagnole de toutes les droites, des ultra-catholiques aux nostalgiques de l'Empire colonial en passant par quelques crânes rasés, puis de la bonne droite bourgeoise classique ? C'était un peu ça, ce premier Reconquête. Il y a eu encore plus que ça, même je crois qu'il n'y a pas une tendance de la droite qui n'est pas représentée. Il y a même le chrétien démocrate avec Jean-Frédéric Poisson. Enfin, c'est vrai que c'est une auberge espagnole. Là, pour le coup, je pense qu'il n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que vous créez un parti politique de toute pièce pendant une élection présidentielle, vous êtes obligé de dire oui à toutes les bonnes volontés. Et je me souviens qu'ils avaient des discussions dans l'équipe de campagne d'Éric Zemmour un peu avant le mois de janvier pour savoir s'il fallait accepter Guillaume Pelletier. Je trouvais ça complètement lunaire de leur part de se dire qu'ils pouvaient dire non à un vice-président, même s'il était plus vraiment numéro 2 des Républicains, venu de ce parti-là. Donc il a accepté à peu près toutes les bonnes volontés, et puis on verra bien. Écoutez, l'avenir, il y a quand même des gens qui sont venus pour la gamelle ou pour l'exposition, etc. L'avenir fera le tri lui-même. Et l'homogénéité. Il y a aussi au cœur de cette droite, le souverainisme. Mais aujourd'hui, tout ce qui ne
se pense pas à l'échelle européenne, à l'échelle continentale. C'est sous-dimensionné par rapport aux problèmes du monde, économique, écologique ou géopolitique. Donc, il faudrait peut-être que cette droite sorte du souverainisme, du cadre national pour s'élargir. Alors, il y a quelque chose qui devrait vous faire plaisir, vous, Christophe Barbier, et tous les gens qui pensent comme vous sur le sujet européen, c'est qu'en réalité, plus personne dans la classe politique française ne propose la sortie de l'Union européenne, comme ça pouvait être le cas il y a encore 5 ans. Mais quand même, l'État-nation est valorisé, et puis il faut quand même faire une autre Europe un peu à bas bruit, quoi. Alors, la vérité, c'est qu'en fait, je trouve que c'est très embryonnaire. Tout ça se fait à tâtons. Il y a les candidats qui comprennent qu'il ne faut pas dire il faut sortir de l'Union européenne pour garder quand même l'opinion, parce que globalement, l'opinion est plutôt favorable au maintien dans l'Union européenne. Essaie d'inventer autre chose, en effet. Personne n'en fait un sujet de campagne numéro 1. Et enfin, en tout cas, c'est l'axe de campagne de personne. Même Nicolas Dupont-Aignan, qui a quand même créé son engagement, son départ de l'UMP il y a très longtemps, était lié à ça. Aujourd'hui, ne met plus ça en avant. Il est plutôt sur l'anti-vaccin. Et en fait, comment vous dire, je trouve que c'est intéressant. Moi, ça me passionne. Moi, à l'origine, je suis un souverainiste. J'ai longtemps pensé qu'il fallait sortir de l'Union européenne, etc. J'ai compris que c'était électoralement un suicide de le proposer, et surtout que c'était pas forcément une bonne chose en réalité, parce que on pouvait faire autrement l'Europe. Donc, en travaillant ce sujet, j'ai compris que, et j'en suis au même stade que les candidats que vous venez de citer, en fait, c'est-à-dire le stade embryonnaire de la réflexion. Comment faire, quelle coopération nouer, etc. Moi, donc, quand je vois l'Union européenne échouer sur des sujets, typiquement au moment du premier confinement, quand on s'est battu un peu pour les masques, etc. Moi, j'étais assez frappé par ça. Je me dis, il faut qu'on soit bon pour inventer autre chose, mais il faut le faire, et ça prendra 15 ans avant que la droite ait un discours cohérent, structuré sur ce sujet, avec un projet qui soit aussi convaincant que l'est actuellement l'Union européenne. Alors, à Reconquête, il y a des adhérents, des militants, des cadres de l'argent. Si Marine Le Pen est élue, est-ce que c'est la fin de Reconquête, parce que le RN aura tous les pouvoirs, ou est-ce qu'au contraire, vous sentez qu'un contrat de gouvernance, une alliance aux législatives, c'est possible entre Reconquête et RN? Alors moi, ça m'a beaucoup amusé d'écouter Marine Le Pen dire qu'elle avait surtout pas besoin d'Éric Zemmour et de ses voix dans les débuts de l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. Maintenant, je pense qu'évidemment, si Marine Le Pen gagnait, ce serait pas forcément la fin de Reconquête. Le Reconquête deviendrait, je pense, une force politique d'appoint pour... un satellite associé mais lointain. Voilà, exactement. Mais un peu comme le MoDem l'a été pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est un parti qui compte quand même, parce que François Bayrou compte dans le paysage, il y a quelques ministres, il y a un groupe parlementaire, etc. Et surtout, encore une fois, c'est la question de l'offre politique. C'est un complément par rapport à ce qu'Emmanuel Macron propose. Par exemple, c'est un parti qui est beaucoup plus enraciné que La République En Marche, le MoDem, et avec des personnages comme Jacqueline Gouraud, etc. Si jamais Marine Le Pen était élue, Reconquête serait probablement la branche conservatrice du mouvement lepéniste. Et si Marine Le Pen n'était pas élue, évidemment, je crois que Éric Zemmour et que ses amis auront vocation. Il y aura une vraie bataille, comme il y a pu avoir entre le PS de François Mitterrand et le Parti communiste à l'époque, de savoir qui va reprendre ou garder le leadership sur cet espace politique. Et Reconquête aura l'avantage de la dynamique, de la jeunesse, il y a vraiment un élan, mais le RN aura l'avantage d'avoir fait 2 seconds tours de présidentielle, de finir sans doute avec un très bon score. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on saute une génération et c'est Jordan Bardella qui sera le plus à même de négocier avec Reconquête une fédération de ces droites nationales? Alors clairement, Jordan Bardella aujourd'hui est celui qui va compter au Front National demain. En fait, il y a une fin de génération, comme vous l'avez dit. C'est un parti qui est très endetté également. Je crois qu'il y a plus de 20 millions d'euros de dette et qui n'a plus vraiment de base militante non plus. Non, puis beaucoup moins d'élus locaux depuis les dernières municipales. Absolument. Et vous avez, en regard de ça, en effet, un parti qui est riche et qui est plutôt bien portant, avec un vrai enthousiasme militant. Pour moi, ce qui va se passer, ce qui devrait se passer, c'est soit Reconquête négocie tout de suite avec le Front National. En fait, Éric Zemmour, il y a quelques années, quand il était encore éditorialiste et que je l'interrogeais sur ce qu'il pensait de la droite, il me disait qu'il conseillait lui-même à Laurent Wauquiez de passer un accord avec Marine Le Pen, même s'il était beaucoup moins fort, et de faire comme Mitterrand avec le Parti communiste, c'est-à-dire tu as les équipes pour gouverner, tu as la crédibilité gouvernementale, elle a les électeurs, tu négocies avec elle et tu la remplaceras comme Mitterrand a remplacé le Parti communiste. Je pense qu'Éric Zemmour aujourd'hui est dans cette situation-là qui était celle de Laurent Wauquiez avant. S'ils négocient avec le Front National, qu'ils arrivent à faire quelque chose ensemble, qu'ils ont parfois des listes communes, parfois des candidats qui se désistent, etc., il finira par prendre sa place. Reconquête, ce que Reconquête représente, finira par prendre la place parce que le RN est en fin de cycle. Si jamais ça ne se fait pas, si Marine Le Pen décide de rester à la tête de son mouvement... Ce qui est possible si elle échoue, mais de très peu. Bien sûr, évidemment, et peut-être même d'être candidate une 4e fois, après tout, pourquoi pas, son père l'a fait. Si elle décide de rester, il y a quelque chose qui enquiste tout dans la recomposition de la droite, c'est la fidélité de l'électorat populaire à Marine Le Pen. On l'a vu pendant cette élection, Éric Zemmour a réussi à grignoter tout ce qui n'était pas les couches sociales inférieures, et elles sont restées avec Marine Le Pen, qui manifestement, dans sa manière d'être, dans ses
préoccupations, dans les thématiques qu'elle aborde, est bien plus efficace pour leur parler. Dans ce jeu à deux, il y a un troisième personnage, c'est Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal, est-ce qu'Éric Zemmour a ouvert une brèche, mais comme il a 63 ans, 68 dans 5 ans, est-ce que c'est Marion Maréchal qui pourra moissonner en 2027 ? Je saurais pas vous dire, je sais pas quel est l'état de leur discussion. Je sais que la question se pose évidemment. Je ne sais pas du tout. En fait, le vrai point d'interrogation aujourd'hui, c'est que va faire Éric Zemmour après. Est-ce qu'il sort essoré, rincé de cette élection, écœuré, dégoûté par son score et qui décide finalement de lancer la machine et puis de prendre du recul et de revenir à sa vie d'intellectuel. Exactement. Ou bien est-ce qu'il est candidat aux législatives et chef de parti et c'est parti pour 20 ans. Et voilà. Et donc s'il fait ça, voilà. Donc selon son choix, en fait, Marion Maréchal prendra la place qu'il lui laissera. Et moi, j'ai observé une chose. Je les connais tous assez bien depuis longtemps et je peux même rajouter à ça Nicolas Bay, Guillaume Pelletier, toute la jeune génération d'élus qui sont dans le giron de Reconquête. Ils sont un peu moins obsédés par les postes que ne peuvent l'être par exemple la jeune génération des Républicains. Les Républicains, ils sont rentrés dans ce parti il y a 15-20 ans, ceux qui aujourd'hui sont députés, pour gouverner. À Reconquête, finalement, Marion Maréchal, elle sait que si elle gouverne un jour, ce sera presque de l'ordre du miracle. Donc du coup, il n'y a pas cette guerre de succession un peu comme on peut la sentir partout ailleurs. En tout cas, c'est plus ténu. Vous avez fait beaucoup de une avec Marion Maréchal. C'est une figure. Néanmoins, quand elle est arrivée dans la campagne, son ralliement n'a pas été décisif. Est-ce qu'on se trompe sur son capital politique, son capital électoral ? Peut-être qu'on a surestimé son capital, mais ce qu'on a complètement, et là pour le coup tout le monde l'a analysé, c'est rien n'a marché dans ce ralliement, tout a été raté. C'est-à-dire que le moment était mauvais. Et ça, moi, je négociais avec elle pour Valeurs Actuelles l'interview de son ralliement. Donc j'ai vu aux premières loges ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Marine Le Pen a fait un coup tactique extraordinaire en annonçant elle-même que Marion Maréchal allait la quitter. Et à partir de ce moment-là, elle était piégée entre guillemets par cette annonce qui était là pour gâcher l'événement entre guillemets. Donc elle a laissé passer du temps, donc elle a perdu du temps, alors que le timing aurait été plutôt février, je pense, fin janvier-février. Et ensuite, ensuite il y a eu la guerre en Ukraine. Bien sûr. Et la guerre en Ukraine, ça devient un non-événement. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a aussi un espoir pour cette famille avec l'aile droite des LR ? Est-ce que vous sentez que cette aile droite va craquer, surtout si Emmanuel Macron gagne et pactise avec une autre partie des LR, et va venir rejoindre ce bloc des droites ? Alors l'aile droite des LR, déjà, il faudrait dire ce que c'est. Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, voilà, on voit les personnages. Et en fait, Bruno Retailleau. Exactement, et ce qui est intéressant, c'est que c'est de moins en moins de monde et de plus en plus de militants LR. C'est-à-dire les gens qui sont encartés et qui... alors je parle pas des 120 000 qui ont voté au Congrès des Républicains, mais vraiment des militants. Les 60 000 la génération Wauquiez, ils sont venus en 2017. Et puis c'est des élus de poids sur le terrain. Je suis d'accord avec vous. Là, il y a quelque chose à faire. Et donc là, ce qui est intéressant, Laurent Wauquiez a en tête une chose, c'est de récupérer le parti, parce que c'est une machine, parce que c'est un nom, c'est quelque chose dans l'histoire de la vie politique française, d'adopter une ligne très claire d'opposition à Emmanuel Macron, sans alliance avec le Front National, et de tracer sa route vers l'Élysée 2027. Moi, j'ai envie de lui dire une chose à Laurent Wauquiez, c'est qu'il a déjà essayé une fois. Il a essayé une fois en 2017 et il a échoué 2 ans plus tard aux européennes et il a même dû quitter son poste. Et je ne vois pas ce qui, avec les mêmes causes, produirait des effets différents. Je ne comprends pas cette stratégie parce que je pense qu'il a ce blocage de ne pas vouloir s'allier avec des personnalités qui seraient sur sa droite. Il pense que c'est rédhibitoire. En réalité, je crois que s'il ne le fait pas, il n'a aucun avenir. Jean-François Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Merci, bonne journée. Merci Christophe Barbier.